Je me retrouve aujourd'hui pour une vidéo autour du parcours associé Anatomie des passions lié au roman Thérèse Raquin de Zola. Dans un premier temps, nous allons définir le terme de passion. Le mot passion vient au départ d'un terme latin, patior, qui signifie souffrir et endurer. Donc la passion a plutôt été d'emblée connotée négativement, même si aujourd'hui vous pouvez avoir, je sais pas, par exemple une passion pour le foot et ça peut être voilà quelque chose qui vous fait vibrer et qui est très positif, pardon. Mais au départ, le mot passion a vraiment cette idée de souffrance. C'est pour ça qu'on parle aussi de passion du Christ pour toutes les épreuves que le martyr a subies. Le mot passion désigne aujourd'hui un état affectif intense et qui a tendance à perdurer dans le temps. C'est pas quelque chose de passager, comme une émotion qui peut aller et venir assez rapidement. La passion s'oppose aussi à la raison. Lorsque on est dominé par la passion, la raison, elle, est plutôt mise en sourdine et on ne peut plus faire appel à son intellect, on ne peut plus être rationnel dans ses décisions. Ce qui, par conséquent, conduit à des comportements excessifs. Et c'est le cas dans notre roman au programme, puisque la passion de Thérèse et de Laurent va venir en fait de l'ennui qu'ils ressentent dans leur existence, de la frustration qu'ils ont aussi, et de l'attirance sexuelle qu'ils vont avoir l'un pour l'autre. Or, cette passion dévorante qui va les animer tous les deux va les pousser à commettre un meurtre, à savoir donc celui du mari, Camille. Et progressivement, et finalement aussi assez vite après le meurtre, cette passion ne va plus avoir quelque chose de positif pour eux. Elle va se transformer en haine, en culpabilité et en remords. Et sans vous divulgacher la fin du roman, ils finissent par se suicider. Deuxième terme sur lequel il faut s'attarder dans notre parcours associé, c'est le terme anatomie. Le mot anatomie désigne au départ une étude scientifique, détaillée et méthodique des parties d'un corps vivant. Là, vous avez par exemple la leçon d'anatomie, c'est un tableau célèbre qui représente justement comment on disséquait les corps pour voir comment les tendons, les muscles étaient faits dans le corps humain au XVIe siècle. Par extension, ce terme d'anatomie a fini par désigner toute analyse précise d'un phénomène et même d'un sentiment. Zola, en tant qu'auteur naturaliste, va justement adopter la même démarche qu'un chercheur ou qu'un médecin. Il va observer, il va analyser et il va disséquer non pas les corps, mais les émotions et les comportements des personnages. Et ce roman-là en particulier de Thérèse Raquin va être une sorte de lieu d'expérimentation où il va se faire confronter deux tempéraments opposés, à savoir celui nerveux de Thérèse et celui sanguin de Laurent. Finalement, donc l'intitulé global de notre parcours associé, c'est Anatomie des passions, qui associe donc ces deux termes que nous venons de définir. Et finalement, Zola et d'autres auteurs, bien entendu, puisque l'on verra justement dans le parcours associé, vont procéder à une analyse scientifique et précise des mouvements du cœur humain. Dans Thérèse Raquin, Zola cherche à décrire l'évolution d'un amour adultère et il va en montrer les différentes étapes. Au départ, c'est le désir qui est fortement présent, cette attirance, encore une fois, sensuelle et sexuelle réciproque entre Thérèse et Laurent. Il va y avoir ensuite une période finalement assez courte où ils vont vivre une passion vraiment fusionnelle et être un couple qui ne peut pas vivre sans que l'un ou l'autre soit là. Mais cela va les conduire au meurtre et à partir de là, culpabilité, remords et destruction vont prendre la place d'une passion qui était au départ créatrice et salvatrice pour eux. Dans un dernier temps, Zola cherche à montrer que les passions obéissent à des lois naturelles, à savoir l'hérédité et le milieu, et que finalement les personnages n'ont aucun libre arbitre et qu'ils sont irrémédiablement conduits à un destin tragique. En effet, dès le début, lorsqu'on vous présente le personnage de Thérèse, on vous rappelle son origine africaine
et c'est de là que viendrait son tempérament nerveux, étouffé par Madame Raquin qui l'éduque comme Camille, comme cet enfant maladif qu'il est, et finalement tout ça va faire naître en elle une forme de frustration, et tout ça va déborder de manière excessive lors de la rencontre avec Laurent. Zola dit d'ailleurs qu'il a voulu simplement faire sur 2 corps vivants le travail analytique que les chirurgiens font sur les cadavres. En effet, le roman naturaliste va vouloir décortiquer les passions, et vous retrouvez ces termes soit dans la préface, soit dans le roman lui-même. Zola dit vouloir étudier un cas curieux de physiologie, étudier des tempéraments ou encore des pièces d'anatomie nues et vivantes. Et donc il se compare lui-même à un chirurgien qui dissèque des cadavres. Néanmoins, les romans mettent en scène de nombreuses passions. L'amour est la passion principale, mais il y en a bien d'autres, comme l'ambition. C'est très fréquent dans les romans réalistes et naturalistes. Vous pouvez penser par exemple au roman Belle Amie de Maupassant, qui met en scène le personnage de Georges Duroy, qui est un personnage justement qui veut parvenir à Paris, qui veut grimper les échelons sociaux et qui est prêt à tout pour cela, y compris à tromper les femmes qu'il va rencontrer et à se servir de la richesse qu'elles vont pouvoir lui octroyer. On retrouve aussi des personnages ambitieux chez Balzac, par exemple le personnage de Rastignac. La haine et la vengeance sont aussi des passions que l'on retrouve souvent. C'est le cas dans Thérèse Raquin, notamment avec le personnage de Madame Raquin, qui va finir par comprendre que Thérèse et Laurent ont tué son fils. Et à la fin, dans l'exquipit, au moment où les 2 amants se suicident, on a cette phrase « Madame Raquin, roide et muette, les contempla à ses pieds, ne pouvant rassasier les yeux, les écrasant de regards lourds. » Donc là, on sent vraiment que de les voir se tuer devant ses yeux est une véritable satisfaction pour Madame Raquin qui se sent vengée. La jalousie est aussi une passion qui est souvent présente dans les romans. Par conséquent, en raison de l'ambition un peu scientifique et empirique du naturalisme, on remarque que le corps et le vocabulaire anatomique, mis en lien avec l'esprit, est très présent chez Zola. D'ailleurs, Zola considère la passion des 2 protagonistes uniquement comme un simple désordre organique. Dès le départ, la passion semble endormie dans le corps de Thérèse et n'attend que de pouvoir s'exprimer. On sentait en elle des souplesses félines, des muscles courts et puissants, toute une énergie, toute une passion qui dormait dans sa chair assoupie. Et on va voir en effet que ces 2 tempéraments que Zola veut étudier vont finalement échanger l'un avec l'autre et que ça va créer ce mélange finalement un petit peu explosif. L'amante donnait de son sang, l'amante de ses nerfs, et ils vivaient l'un dans l'autre, ayant besoin de leur baiser pour régulariser le mécanisme de leur être. Cette citation doit vous dire quelque chose, puisque c'est un passage d'un des textes Bach que vous pourrez éventuellement présenter à l'oral. Là aussi, ça vient toujours du même extrait. Ces changements qui partent de la chair ne tardent pas à se communiquer au cerveau et à tout l'individu. Puis les nerfs dominèrent et il tomba dans les angoisses qui secouent les corps et les esprits détraqués. Donc on voit que tout vient au départ de quelque chose de vraiment physique, physiologique, et que tous ces chatouillements, on retrouve aussi ce terme dans l'œuvre, tous ces frémissements de la chair vont monter au cerveau et vont conduire véritablement les personnages à la folie. On en arrive donc à cette idée que même si Zola est un auteur naturaliste qui repose donc sa méthode sur des principes scientifiques, il n'en reste pas moins un écrivain avec une ambition littéraire. C'est pourquoi on assiste à une mythification du corps et des passions. Ainsi, on retrouve cette citation « On eût dit que sa figure venait de s'éclairer en dedans, que des flammes s'échappaient de sa chair. » Donc là, on voit vraiment cette figure du feu liée à la passion et qui vient brûler les corps.
De la même façon, on a souvent cette image du sang qui va brûler. Le sang de sa mère, ce sang qui brûlait ses veines. Comme si c'était vraiment le sang qui prenait possession finalement de l'organisme et qui prenait aussi le contrôle des décisions des personnages. Donc finalement, les passions sont quasiment personnifiées et métamorphosent les organismes. On a d'ailleurs cette image à propos de la main de Madame Raquin qui apparaît comme une sorte d'incarnation de la vengeance. Elle regardait la main de sa tante comme une main vengeresse qui allait parler. Finalement, dans le roman de Zola, il y a, si vous voulez, une sorte de création d'un tragique un peu moderne, qui est différent de celui qu'on connaissait par exemple au XVIIe siècle ou avant. En effet, dans l'Antiquité et dans les tragédies classiques, la fatalité, elle était extérieure. Elle provenait toujours d'une divinité, d'une malédiction. En fait, dans le roman naturaliste, et notamment chez Zola, la fatalité ne vient pas de l'extérieur, elle est intrinsèque au personnage qui ne parvient pas à lutter contre sa passion. C'est pourquoi on retrouve cette citation dans la préface à la 2e édition de Thérèse Raquin. « J'ai choisi des personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang, dépourvus de libre arbitre, entraînés à chaque acte de leur vie par les fatalités de leur chair. » Enfin, pour terminer, nous assistons à une transfiguration du réel. En effet, la culpabilité et les remords que vont ressentir Thérèse et Laurent vont baigner le roman dans une tonalité fantastique. Les deux personnages vont être victimes d'hallucinations et Zola va vraiment décrire de manière très précise ces visions fantasmatiques. On parle alors d'hypotypose. Et il y a aussi ce personnage important du chat, le chat François, qui semble la réincarnation vengeresse de Camille. Et le cadavre de Camille semble lui-même vivant. La cicatrice laissée par la morsure faite par Camille le brûle. Donc je vous mets quelques citations. Une du chapitre 17. Pendant 1 heure, Laurent vécut dans cette suite de cauchemars, dans ce mauvais rêve, sans cesse répété et sans cesse imprévu, qui à chaque sursaut le brisait d'une épouvante plus aiguë. Et une dernière citation. Tout à coup, Laurent crut avoir une hallucination. Comme il se tournait, revenant de la fenêtre au lit, il vit Camille dans un coin plein d'ombre, entre la cheminée et l'armoire à glace. On est cette fois dans le chapitre 21. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo autour du parcours associé Anatomie des passions. À très bientôt pour une autre vidéo.